Bonsoir, chers collègues. Donc, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de continuer sur les lives de chaque soirée. Cette soirée, nous avons une thématique très importante. Il y avait beaucoup de questions dans les lives précédents concernant cet outil thérapeutique, souvent mis en question par rapport à son efficacité. Ce sont les ultrasons. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir avec nous Monsieur Hassan Bedra, qui est formateur à l'ITSPITS de Rabat et qui est parmi les membres fondateurs de l'Association marocaine de thérapie manuelle. Il va parler des ultrasons, de leurs effets et surtout comment les pratiquer pour optimiser leurs effets. Alors j'aimerais, avant de l'inviter, de rappeler l'événement phare de demain, Inch'Allah. Je vous invite tous à adhérer au groupe Facebook qui porte le nom Association marocaine de thérapie manuelle, groupe officiel. C'est le groupe où il y aura la diffusion du webinaire de demain concernant l'appareil locomoteur, comme vous le savez, avec plusieurs intervenants et plusieurs thématiques. Donc maintenant, je vais inviter M. Hassan. Bonsoir, c'est Bonsoir, c'est Hassan. Je vous entends, mais je n'arrive pas à vous voir. C'est vrai. Maintenant, ok. Ça va, vous allez bien? Je vais très très bien, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdulillah, tout va bien. Alors, comme je disais, nous avons un événement très important demain, Inch'Allah, qui sera diffusé sur le groupe Facebook Association marocaine de thérapie manuelle, groupe officiel. C'est pourquoi je vous demande tous d'adhérer à ce groupe pour pouvoir regarder en direct le webinaire. Bien évidemment, vous pouvez interagir avec le webinaire en posant vos questions dans le groupe. Il y aura quelques collègues qui seront chargés de poser aux différents intervenants ces questions pour que vous ayez une réponse sur vos interrogations. Donc là, comme j'ai dit au départ, nous avons une thématique très importante qui sont les ultrasons. Et nous avons avec nous un spécialiste dans la physiothérapie qui qui essaiera à nous expliquer quels sont les bénéfices, quelles sont les indications et comment, surtout en pratique, optimiser l'effet des ultrasons si on arrive très bien à connaître le contexte clinique et à savoir sur le plan pratique comment les utiliser. Donc maintenant, je donne la parole à M. Hassan. Merci beaucoup, سيونس. Tout d'abord, نقول لكم عواشر مبروكة وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في الأيام المباركة. Puis pour le sujet, aujourd'hui, on va discuter un peu les ultrasons. Pourquoi? D'abord pour mettre le contexte et dresser le décor. C'est parce que nous avons reçu plusieurs questions qui portent sur les ultrasons, leur efficacité, mais aussi parce que lorsqu'on a mis le questionnaire de satisfaction en ligne, on a reçu des demandes concernant ce sujet. Donc on voulait le traiter. Et comme ça, on va essayer de réagir par rapport aux différentes questions émises par nos collègues. Donc dans un premier temps, je vais vous parler en général de comment on doit réaliser les ultrasons et après on pourra discuter parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On pourra discuter l'efficacité, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il dit la littérature et qu'est-ce qu'il dit l'expertise professionnelle des thérapeutes. Tout d'abord, c'est quoi les ultrasons? Ce sont des ondes et qu'on appelle ultrasons. D'abord, ils sont utilisés, il faut bien savoir ça. Ils sont utilisés en thérapie, ils sont utilisés en diagnostic. En anglais, on fait la distinction entre les deux, on les appelle les deux ultrasons. Mais pour nous, en français, on dit l'échographie. L'échographie, en fait, c'est de l'ultrason utilisé pour avoir une imagerie. Et bien, vous savez, si vous avez déjà effectué une consultation avec de l'ultrason, vous allez pratiquement constater que le médecin va utiliser un gel, ultrasound gel, pour visualiser après les structures. Nous, on l'utilise en physiothérapie en guise de traitement. C'est un procédé de physiothérapie qu'on utilise.
Après, avant de commencer la description de la technique et comment on va le faire, si vous avez une boîte à outils, ou le kiné ou le thérapeute en général a une boîte à outils. Si vous faites sortir un instrument qui sert pas à déverrouiller un vis ou voilà un clou, ça va pas marcher. Bon, si vous dites que les ultrasons ça marche pas dans telle ou telle situation, tout d'abord il faut savoir l'utiliser à bon escient, dans le bon contexte. Ça c'est un critère d'efficacité. Bien sûr, il va pas marcher quand il n'est pas indiqué. C'est très clair. Okay. Donc, maintenant, pour commencer, les ultrasons sont des ondes produites par un quartz piézoélectrique émis par une sonde. Ils sont appelés ultrasons. Ultrasons parce que nous, l'homme, on ne peut pas l'entendre, ces ondes. Si je vous donne un autre type d'ondes en thérapie, les ondes de choc. Les ondes de choc, vous pouvez très très bien les entendre et vous allez même entendre les coups. C'est parce que la fréquence, c'est une fréquence que l'oreille humaine peut, c'est-à-dire décrire en fait et comprendre. Mais pour les ultrasons, il s'agit bien d'ondes qu'on ne peut pas, nous, l'homme, entendre. Pourquoi? Parce que la fréquence, elle est supérieure à 20 000 Hz. Donc c'est une fréquence qui est supérieure au seuil d'audibilité de l'oreille humaine. Mais par contre, vous avez d'autres types d'ondes qui sont audibles. Les infrasons, les ondes de choc, les ondes mécaniques, bien sûr, et ainsi de suite. Alors voilà, ça c'est pour les définir et les classer par rapport aux autres ondes. Par la suite, nous avons besoin d'un générateur pour avoir ces ondes ultrasonores. Ces ondes ultrasonores, comme j'avais dit dans le live concernant l'électrothérapie, la physiothérapie, c'est le panel qui englobe un peu tout ça. En entrée, vous allez avoir un courant et en sortie maintenant, vous allez avoir des ondes ultrasonores. Après, les fréquences, on ne va pas utiliser toutes les fréquences, on va utiliser des fréquences thérapeutiques. Les plus connues sont les fréquences 1 méga et 3 méga. 1 MHz et 3 MHz. Après, on va savoir dans quel cas utiliser 1 méga, dans quel cas utiliser 3 mégas. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, vous allez avoir besoin d'un transducteur. Et ce transducteur, vous remarquez, si vous avez un appareil ultrasonothérapie au niveau de votre cabinet, qui a deux têtes, une qui est un peu plus large que l'autre et une qui est un peu réduite concernant, c'est-à-dire la surface ou bien le diamètre. Bien sûr, ça a un intérêt dans le traitement qu'on va voir. Par la suite, ces ultrasonores, leur propriété, c'est que le faisceau ultrasonore va en fait avoir une direction qui est rectiligne, s'il n'y a pas d'obstacle. C'est comme toute onde. Une onde, quand il part, il peut se réfléchir, il peut être inversé, il peut traverser, c'est-à-dire un milieu. Ça dépend. Ça dépend de l'onde en question. Ici, les ultrasons, ils ont en fait une direction rectiligne. Okay? La largeur du transducteur va conditionner la largeur du faisceau ultrasonore. Donc, ce n'est pas comme les ondes de choc, ils vont partir comme ça. Ils vont partir un peu respecter la largeur du transducteur. Donc, ils vont, bien sûr, ce n'est pas un milieu gazeux, parce que les ultrasons, ça ne se propage pas dans le gaz. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise le gel ou bien dans l'eau. Il faut utiliser le gel ou l'eau. Et que vous avez sur votre appareil un couplage en pourcent, généralement. Et quand vous détachez, le transducteur de la peau du patient, il va commencer soit à clignoter, mettre une couleur, soit à sonner carrément, vous indiquant qu'il y a une perte de contact. Il faut qu'il y ait le contact. Ou bien qu'il y ait le contact, ou bien qu'il y ait un milieu liquide qui permet la propagation de ces ondes ultrasonores. Ne vous soyez pas étonnés si je vous dis on va même pouvoir utiliser les ultrasons dans un milieu liquide. Ça veut dire utiliser un petit bassin d'eau et, si c'est possible, faire. C'est encore mieux que d'utiliser le gel. À défaut, lorsqu'on est en traitement d'une articulation proximale qui ne s'adapte pas parce qu'on va travailler en cabinet, il va falloir utiliser le gel pour qu'il y ait un passage d'eau. Voilà. Ce faisceau ultrasonore va être très fortement absorbé par les tissus et les structures conjonctives. Et par les tissus et les structures conjonctives, qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler
en fait, du ligament, du tendon, de la capsule, des ménisques, des structures fibro-cartilagineuses, collagène. Plus la structure va être riche en collagène et en élastine, plus son absorption des rayons, des ondes ultrasonores va être importante. Okay. Par contre, même aussi le muscle peut faire cette absorption, l'os, mais avec des moins importants que les structures de tissu conjonctif. Très bien. Alors, les ultrasons, quand vous appliquez, vous attendez à quoi? À avoir des effets. Ces effets, en général, on s'attend à deux effets essentiels avec les ultrasons. D'abord, les effets thermiques. Les effets thermiques, ça veut dire qu'on veut produire quoi? Produire une élévation de la température. Vous allez me dire, on n'a pas besoin des ultrasons. On peut être l'infrarouge peut nous satisfaire. Mais l'infrarouge n'a pas une portée en profondeur. Ça reste superficiel. Ça dépasse même pas la peau. C'est ça, sa limite. Après, nous, on a besoin d'une technologie qui nous permet d'atteindre profondément les structures. Voilà. Mais pourquoi aller réchauffer des structures? Tout simplement, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants. Je leur donne toujours un idiome en arabe qui dit que c'est toujours très facile de faire plier une barre, même en métal, s'il est chaud par rapport à être froid. Bon, maintenant, je vous demande de considérer ce ligament ou ce tendon ou sa structure de tissu conjonctif comme étant du métal. Et lorsque vous allez appliquer du ultrason, vous allez essayer de réchauffer après. Parce que généralement, quand on a la fibrose ou bien la restriction de la mobilité, ce qu'on cherche à voir, c'est de gagner sur la mobilité. Et comment on gagne généralement sur la mobilité? Si c'est une cause pas musculaire qui est articulaire en général, c'est que ces tissus-là, ces tendons, ces ligaments, cette capsule, ont perdu en termes mécaniques sur l'élasticité, qui est une de leurs propriétés mécaniques qu'on connaît, qu'on a étudié sur la biomécanique. Maintenant, pour mettre des contraintes, vous allez utiliser de la mobilité passive avec toutes ses composantes et des postures, bien sûr, pour allonger ces structures. Maintenant, s'ils sont plus chaudes, ça va être plus facile. C'est ça l'idée des ultrasons. Alors, ceci dit que utiliser les ultrasons sans associer une mobilisation articulaire correspond à un okay? C'est du gaspillage. Parce qu'il faut profiter de ce moment où on a l'hyperthermie pour induire une modification mécanique sur les propriétés mécaniques des structures des tissus conjonctifs. C'est ça. Alors, tout le phénomène réside en fait dans cette phrase que je viens de dire. Après, cette hyperthermie, il va varier. Il ne va pas être la même. Il varie en fonction de plusieurs paramètres. Alors, l'origine de l'hyperthermie, c'est quoi? C'est que moi, quand j'applique les ultrasons, il y aurait une absorption de ces rayons ultrasonores par les structures. Et j'ai dit les structures qui absorbent le plus sont les structures de tissu conjonctif, comme les ligaments, les tendons, les ménisques, les fibrocartilages et ainsi de suite. Et plus ils vont absorber, plus ils vont devenir chauds. Ok? Donc, cette absorption, ils vont absorber, ils vont avoir de la chaleur. Voilà. Et d'autant plus importante lorsqu'on va utiliser une fréquence élevée. Ça veut dire, je vous ai dit qu'il y a deux fréquences thérapeutiques. Il y a la fréquence 1 méga, il y a la fréquence 3 mégas, généralement, sur les appareils. Alors, à 3, il va y avoir une hyperthermie plus importante que à 1. Mais ici, il y a une subtilité, en fait. Si à 1, on a moins d'élévation de la température, en fait, superficielle. Mais lorsqu'on va profondément à 1, on a une augmentation de la température qui est un peu plus importante. Okay? Donc, on dit qu'à 1, on a plus de température si on a intérêt à travailler plus profondément. Donc, tout dépend de ce que vous allez faire, ce que vous désirez avoir comme augmentation de la température. Si votre structure que vous êtes en train de chercher est située profonde, ça vous la connaissez grâce à quoi? Grâce à votre connaissance anatomique, eh bien, vous allez avoir intérêt à utiliser la fréquence 1. Si votre structure cible aux ultrasons elle est un peu superficielle,
vous allez avoir intérêt à utiliser 3 parce que vous allez avoir intérêt à augmenter davantage la température et donc à bénéficier de cet effet thermique qui entraînera une modification concernant les propriétés mécaniques de cette structure. Je sais pas, ok, vas-y. J'allais te dire, est-ce qu'il y a des questions comme ça? Oui, oui, en fait, il y a plusieurs questions. Il y a tout d'abord une demande, je ne sais pas, est-ce que vous avez passé dessus ou bien vous allez en parler par la suite. On vous demande de préciser comment être sélectif par rapport à la profondeur. Qu'est-ce qu'on fait dans les paramètres? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai dit, pour aller plus profondément, maintenant, quel est mon objectif? C'est ça ce qu'il faut garder en tête après cela. Mon objectif est de réchauffer la structure. Ça, c'est l'effet le plus connu sur les ultrasons. OK. Alors, où est ma structure? Bon, admettons, je vais prendre un ménisque. OK? Je vais prendre un ménisque sur un genou. Je veux atteindre un ménisque. Pour atteindre un ménisque, bon, c'est une structure profonde. Est-ce que je dois utiliser 1 méga ou 3 mégas? Je sais, et j'ai dit qu'à 1 méga, la température va être très importante en profondeur. Donc, j'ai plus intérêt à choisir 1 méga. Dans l'appareil, il y a deux fréquences, pas plus. Vous choisissez le 1 ou le 3. OK? Après d'autres applications, on verra. Donc, ça dépend du thérapeute. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que toutes les situations ne sont pas la même. Moi, je vais avoir affaire à un ligament latéral externe. Lui, il aura affaire à un ménisque. L'autre, je ne sais pas. OK? Tout dépend, vous estimez profond ou superficiel votre structure. D'accord. Alors, on fait une question, ou bien deux, qui se portent sur le temps maximal et le temps minimal d'application des ultrasons. Bon, maximum, c'est 8 minutes, 10 minutes. Minimum, c'est 5 minutes. Par séance. Alors, une autre question, est-ce que c'est avant ou après l'électrothérapie? Je ne sais pas si vous allez associer l'électrothérapie aussi, si ça dépend, si dans votre traitement, attendez, parce que là, c'est très important comme question, est-ce que dans votre façon de faire, vous mettez des objectifs et après, vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous allez atteindre ces objectifs ou le contraire. Vous avez un plan de traitement, vous l'appliquez quelle que soit la situation. Moi, je vous dirai ce que j'en pense et ce que je fais personnellement. Moi, tout d'abord, je mets les objectifs de traitement. Par rapport à mes objectifs de traitement, je choisis mes techniques. C'est ça. Après, si dans mes objectifs, j'ai besoin de stimuler un muscle ou avoir de l'ontalgie, je pourrais peut-être faire appel à l'électrothérapie, pas systématiquement. Maintenant, qui avance qui dévance qui, je ne sais pas. Si mon objectif de réduire la douleur était le plus important, je passerai par l'électro et vice-versa. Ça peut défoncer une séance d'électro, ça peut être après. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y en a beaucoup. À votre avis, quelle est la durée d'usure de l'émetteur ou bien de l'appareil? Comment vérifier que son appareil marche très très bien? C'est très facile. Vous pouvez le faire sans que le patient soit là. Okay? Vous allez prendre votre transducteur et vous allez le renverser. Mettez 2 ou 3 gouttes d'eau. Okay? Et mettez en marche l'appareil. Et vous allez voir que ça va comme bouillir, comme okay? Vous allez être sûr. Si c'est en continu, ça ne va pas cesser. Pendant que les ultrasons, les ondes sortent, vous allez avoir cet état. Si c'est pulsé, ça va faire ça et couper, faire ça et couper. Et même pour vérifier est-ce que le pulsé marche, je fais la même chose. C'est très facile. 3 ou 4 gouttes d'eau sur le transducteur, le renverser et mettre en marche l'appareil. D'accord. Une question un peu pratique. Mais après, pardon Younes, c'est une question très intéressante. Je continue dans un autre point, parce que vous savez qu'est-ce que c'est que les infections nosocomiales, bien évidemment. Okay? Les infections nosocomiales, je rappelle aux participants à ce que-là, les infections nosocomiales sont les infections
quand normalement, on attrape à l'hôpital, après au moins 48 heures d'hospitalisation. Mais vous allez me dire, écoute, mais nous, il n'y a pas d'hospitalisation, on est ambulatoire, n'est-ce pas? Donc, il y a un autre terme qui s'appelle les infections liées aux soins ou associées aux soins. Ce sont les infections qu'on peut attraper chez le dentiste, chez le kiné et chez tout professionnel de la santé qui travaille à titre ambulatoire. Et comme les ultrasons, vous savez, on est dans ce contexte de Covid-19 et vous savez tous que, voilà, tous les éléments, comment la contamination, mais en dehors du Covid-19, les ultrasons sont un facteur de contamination. Okay, ça peut faire. Donc, il faut prendre très soin, comme il a posé la question sur l'usure de l'appareil, mais aussi sur l'hygiène. C'est très important. On ne peut pas changer. C'est pas comme les électrodes. Pour l'électrode, vous avez les électrodes portables, mais ici, vous allez avoir le même transducteur pour tout le monde. Donc, il faut bien s'intéresser à l'hygiène. Oui. Dis-moi, il y a d'autres questions. Oui, et il y en a au moins 3. Contexte pathologique différent. La douleur est radiante. Je pense qu'ils veulent parler des radiculalgies et de l'inflammation. Quand il y a de l'inflammation tissulaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage des ultrasons? Il ne faut pas les utiliser, tout simplement. Alors, mais je m'explique parce que c'est ce que j'avais dit en commençant. Si vous utilisez un outil au moment et dans la situation où il ne va pas vous donner de résultats, vous allez dire qu'il est inefficace. Mais c'est normal que ça va être inefficace. C'est normal parce que moi, je n'ai pas su l'utiliser dans le bon contexte. Ce n'est pas un usage optimal, ok? Bon, si tout ce qui est chaud, tout ce qui est aigu, tout ce qui est inflammation, tout ce qui est récent, tout ce qui est nouveau, il ne faut pas utiliser les ultrasons, c'est contre-indiqué. Pourquoi? Parce que l'effet que je viens d'expliquer, c'est un effet thermique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui augmente la température davantage dans un contexte chaud? Bien sûr, non. OK? Et deuxième point, c'est très important. Dans la tête, il faut enlever une chose qui est marquée, je ne sais pas pourquoi, que les ultrasons, c'est antalgique. Non, c'est pas ça. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure, ça sert à avoir un effet thermique. L'effet antalgique qu'on a avec les ultrasons, c'est un effet indirect. C'est un effet indirect. C'est en augmentant, c'est l'hyper-utilisation, l'hyper-excitation de ces récepteurs et de ces terminaisons nerveuses libres qui donnent l'effet antalgique. OK? Et l'effet des cavitations, en fait. Vous savez que dans les liquides biologiques, nous avons des petites boules. Dans l'eau pétillante, par exemple, dans l'eau pétillante, Welmes ou Bonaqua, vous avez des petites boules comme ça. Voilà, en fait, ces ultrasons vont mobiliser ces petites boules. C'est la cavitation, c'est le phénomène de cavitation. Et on estime que c'est ce phénomène qui donne l'antalgie aussi. C'est pas lié, en fait, à l'effet thermique. OK? Et donc, l'effet antalgique qu'a les ultrasons, c'est un effet indirect. Donc, cessez de penser que c'est un effet antalgique qu'on essaye d'avoir avec les ultrasons. Oui? Alors j'ai une question, peut-être deux questions qui déversent dans le même sens. La manière d'utiliser ce mouvement de l'émetteur, il y a même un collègue, c'est Bouabidi, qui parle un peu de la manière de faire de la mayonnaise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Est-ce qu'il faut bouger? Est-ce qu'il ne faut pas bouger? Et dans quel cas il faut bouger l'émetteur? Et dans quel cas il ne faut pas bouger? Ok, mais qu'on soit un peu clair, j'allais parler de ces éléments, mais c'est pas grave. On répond aux besoins du participant comme ça. J'ai pas, moi, quand dans un cours classique et à la fin on pose des questions, on va interagir. Comme ça, on répondra aux besoins. On est d'accord? D'accord. Très bien. Alors, bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est important. C'est un des critères de qualité dans l'application du ultrason. Les ultrasons, on a deux modes, grosso modo, deux modes. Un mode continu. Ça veut dire le mode continu, je m'explique. L'émission ne va pas s'interrompre. J'ai dit 8 minutes ou 5 minutes de traitement. Durant les 8 ou 5 minutes de traitement, on a une émission en continu. Vous comprenez? Et
l'utilisation des ultrasons au mode pulsé, ça veut dire il y a des phases où il y a pas émission des ondes, et une phase où il n'y a rien, il s'arrête. Émission, rien, émission, rien, émission, rien. Ça peut me faire penser aussi comme le courant qui est un peu tétanisant. Passage de courant, rien. Passage de courant, rien. OK? Mais c'est les ondes ultrasons. OK? Très bien. Dans quel cas utiliser celui-là et dans quel cas utiliser celui-là? Vous savez maintenant qu'on est d'accord que l'effet principal, c'est un effet thermique. Si moi, maintenant, j'ai un cas d'épicondylalgie latérale et je mets le transducteur sur le point, sur l'insertion, OK? Et je ne bouge pas d'un cran, je reste sur place. Alors, je suis en train d'envoyer et d'émettre des rayons, des rayons, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, des rayons. Voilà. Moi, à tout moment, je risque d'oublier. Alors, il n'y a pas d'interruption d'émission de ces ondes. Du coup, la zone, vous imaginez que si je mets de l'eau sur le feu, il va commencer à bouillir jusqu'à se terminer. Ben, la même chose, vous allez brûler la structure si vous ne bougez pas. Donc, si vous utilisez le mode continu, vous avez intérêt à travailler au massage. Le fait de se déplacer, à tout moment où vous vous déplacez, vous changez la zone du traitement. Et donc, vous donnez du repos à cette zone. En faisant le tour, ça lui permet de se reposer. Vous voulez rester sur place, c'est pas grave, restez sur place. Mais utilisez le mode pulsé. Le problème avec le mode pulsé, si vous n'avez pas un rapport optimal, c'est au moins 5 sur 10. Le 1 sur 2. Ça veut dire émission pendant 3 secondes, repos pendant 3 secondes. Si vous avez au moins 1 sur 2, vous n'allez pas avoir un effet thermique. Et donc, vous n'allez pas atteindre votre objectif thérapeutique. Mais si ma zone à traiter elle est focale, c'est un point, j'utilise le pulsé avec un rapport optimal, 1 sur 2. Si ma région à traiter elle est un peu large, j'utilise la technique en massage. Ça va? Oui. Bon, il y a d'autres choses à dire, mais je vais attendre à ce que les participants posent les questions dessus pour rebondir. Alors, une autre question. Une première qui parle d'une vraie patiente qu'elle a accueillie pour pubalgie, et cette patiente était enceinte, et que le médecin lui a prescrit les ultrasons. Qu'est-ce que vous pensez dans cette situation? C'est très grave. Faut pas faire. Faut pas faire, mais je m'explique. Alors, vous savez que, comment dirais-je, cette augmentation de la température, il peut atteindre quel degré, à votre avis? Vous avez une question? Cette structure qu'on va viser avec les ultrasons et essayer d'entraîner, bon, c'est grave ce médecin, après je m'explique, et essayer d'entraîner une hyperthermie qui peut atteindre les 42 degrés Celsius. 42. 42, il est létal à l'échelle cellulaire. La cellule va mourir. Et les cellules germinales, ça veut dire qu'il y a un fœtus, il y a un utérus, un fœtus, elle est enceinte. À 39, on est en train d'être létal pour les cellules de ce fœtus. Donc c'est très grave. Et d'ailleurs, pour la pubalgie, il est faux. Même sur la région, il est contre-indiqué d'utiliser les ultrasons. Oui. Alors, il y a juste une idée que je veux partager concernant ce sujet de la grossesse. En fait, le fœtus, il connaît une multiplication cellulaire accélérée. Et donc, les ondes ultrasons, ils ont un effet mutagène et donc un effet nocif pour une croissance normale du fœtus. Donc, c'est vraiment très... Et même pour le petit enfant, vous savez que là où on a un cartilage de croissance, il est interdit de le faire. OK? Oui. Alors, j'ai une autre question. Une situation pratique. Un collègue, il a pratiqué les ultrasons et le patient a déclaré que sa douleur, il continue à monter tout au fil de la séance des ultrasons, à tel point qu'il est devenu insupportable à la fin. Est-ce que c'est normal d'avoir cette réaction ou bien c'est anormal? Non, c'est un signe. C'est un signe, ok? Ça doit vous attirer l'attention. Quand le patient atteint ce niveau de douleur,
il faut changer la zone de traitement, bien sûr, si vous avez déjà checké toutes les contre-indications. Il faut les éliminer. Okay, cette sensation qu'a eu ce patient, c'est en fait, il y a une interface entre les muscles et l'os. C'est le périos. Et quand ça atteint une température qui est un peu importante, ça va donner cette sensation douloureuse. Dès que le patient relate cette douleur, il faut changer la zone du traitement, ta technique de faire, ta façon de faire, la fréquence, quelque chose. Mais ce n'est pas normal. Si bien sûr, vous avez bien étudié les contre-indications, vous avez éliminé les contre-indications. D'accord. Alors, il y a un rajout. Une collègue qui déclare qu'elle a souvent utilisé les ultrasons, surtout dans les douleurs localisées, je pense, en phase inflammatoire, et que parfois ça donne de bons résultats. Et en même temps, ça donne de bons résultats. Selon son expérience, il sent que ça donne de bons résultats. Et que parfois, les ultrasons, qu'est-ce que vous pensez de l'usage des gels anti-inflammatoires comme moyen de conduction? Je ne sais pas, ça sert pratiquement à plus rien. Pourquoi vous allez utiliser un gel anti-inflammatoire? Pour faciliter le glissement, pour permettre le couplage ou pour faire pénétrer le médicament, je ne sais pas pourquoi. Si vous pensez, parce que je ne vais pas avoir un retour, je me place de leur côté, si vous pensez que l'anti-inflammatoire ou n'importe quel va passer, vous vous trompez. Pardon. Moi, je pense, par contre, par rapport à la préservation de l'émetteur, c'est pas bien. Voilà. La préservation de l'émetteur. Parce que le gel, par rapport à la préservation de l'émetteur, vous savez qu'il y a dans l'émetteur une plaque un peu spéciale, c'est plus ou moins cher. C'est quoi? Piézoélectrique. Et je pense le fait de mettre en contact ce produit médicamenteux qui contient des produits chimiques et en même temps vous augmentez la température, ça peut user beaucoup plus rapidement l'émetteur. Je ne sais pas, mais de toute façon, on m'a fait ce conseil pour préserver la durée de vie de l'émetteur. Alors, j'enchaîne dans ce point. Si vous pensez que pourquoi vous allez utiliser les ultrasons? Vous pouvez l'étaler avec vos doigts pour éliminer cette imperméabilité de la peau du fait de l'existence des films hydrolipidiques. Ça permet à l'anti-inflammatoire d'entrer. Si vous voulez faire passer l'anti-inflammatoire, il serait plus judicieux d'utiliser l'ionisation, qui pose des points d'interrogation en physiothérapie. Mais j'ai jamais lu sur l'ultrason que je peux faire entrer un médicament avec. Et il faut, pour que ça puisse rentrer, il faut qu'il y ait un circuit comme celui de l'ionisation, en fait, l'ionophorèse. Mais même l'ionophorèse qui est très, sur le plan théorique, il est compréhensible. Et ça passe pas. Ça n'a pas permis de... Voilà. Si vous voulez, je ne sais pas pourquoi on va faire un anti-inflammatoire. Il faut, à mon avis, utiliser un gel ultrason. Un gel ultrason. Qui est, d'ailleurs, si vous lisez le manuel d'utilisation, il va vous demander, s'il vous plaît, utiliser un gel ultrason, pas autre chose. J'ai vu plein de choses. J'ai vu les ultrasons se pratiquer avec l'huile de paraffine. J'ai vu l'ultrason se pratiquer avec... Mais bon, je ne sais pas. Par rapport à la participante qui a dit qu'il a eu parfois de bons résultats concernant la douleur, ça peut arriver. Mais comme j'ai dit, c'est un effet ou c'est une sensation qui n'est pas... alors, objectif qui n'est pas direct par les ultrasons, c'est un objectif indirect. C'est, comment on l'explique en littérature, c'est en fait, même si je vais passer ma main pendant 9 minutes comme ça, je vais stimuler ces récepteurs qui sont là, et parmi ces récepteurs, les récepteurs de la douleur, les nocicepteurs. Et mécaniquement, plus je vais les stimuler, plus le seuil de la douleur va monter. Et donc, l'effet ontalgique, c'est en fait expliqué par l'augmentation du seuil de la douleur, qu'on a cet effet ontalgique. Oui, y a-t-il d'autres questions?
Oui, je vais essayer un peu de les organiser. Est-ce que l'effet des ultrasons, parfois, ne dépasse pas l'effet placebo? Oui, si vous ne l'utilisez pas dans le bon contexte. D'accord. Euh, Dans le cas de l'arthrose de la cheville, est-ce que vous pensez que les ultrasons ont un effet sur l'arthrose de la cheville? Non. Aucun effet. C'est très clair. Est-ce que les ultrasons, quel est le rôle des ultrasons dans les tendinopathies? Alors, ils étaient très très bien étudiés dans ce sens. Il faut avouer une chose. Malheureusement, c'est vrai, sur la littérature, ils sont plus. Ça veut dire, toutes les études qui ont essayé d'étudier les ultrasons pour la tendinopathie, ils ont comparé un traitement comprenant, pour résumer, un traitement comprenant les ultrasons versus un traitement qui ne comprenait pas les ultrasons. Ils n'ont pas trouvé, c'est vrai que. Ils ont trouvé une amélioration, mais pas de différence statistiquement significative. Ce qui ne permet pas de dire scientifiquement que ça marche dans les tendinopathies. Mais ça revient à l'expérience professionnelle du thérapeute. Voilà. Et si c'est pas contre-indiqué, en tout cas, et si ça apporte quand même, même les constatations qu'on a dans les études sont importantes. Parfois, on ne peut pas prouver quelque chose qui marche scientifiquement. Peut-être il faut revoir le protocole, il faut voir le design de l'étude, il faut voir plein de détails, comment on a dû réaliser la technique. Plein de choses peuvent être critiquées. Okay, mais ça revient aussi à l'expérience, l'expertise professionnelle. Vous avez l'evidence-based practice, c'est important. Mais vous avez aussi l'expérience des professionnels, c'est important. Et vous avez aussi la satisfaction de la clientèle. Si maintenant, mon patient aimerait que je lui fasse les ultrasons et qu'il n'y a pas de contre-indication et que ça peut lui faire plaisir de faire ça et que ça peut, sur le plan psychologique, c'est très important, c'est lié, psychologique et physique, c'est lié. Ça peut lui donner un effet, pourquoi pas. Mais je ne vais jamais la faire pour quelqu'un qui présente au moins même un doute sur une contre-indication. D'accord. Alors, j'ai une question, je pense qu'elle est très intéressante par rapport à la lombalgie. Et je pense que c'est la personne qui l'a posée, elle a très bien fait parce que c'est un des problèmes les plus importants, les ultrasons dans la lombalgie non spécifique. Ok, je vais parler dans la lombalgie non spécifique, mais ça va être transcendant pour toutes les rachialgies. Ok, je reprends la même chose. Le café est terminé, mais je vais considérer comme si c'est un transducteur, et ça, c'est le rachis. Et quand j'applique le transducteur sur le rachis, ben maintenant, la chaleur que je m'attends, il va être un peu plus profonde. Ok, il va être 3 centimes ou 2,5, 3 centimes, 3 quelques plus profonde. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la moelle. Ok, dans quel intérêt vous allez avoir un objectif de réchauffer la moelle? Autre chose, est-ce que la régénération des cellules nerveuses, est-ce qu'ils sont des cellules à capacité de régénération? Ben non. Pourquoi aurons-nous un besoin de détruire ces cellules? Ok, ça c'est répondez à ces questions, vous allez avoir ma réponse. Après, de l'autre côté, cette question a été très très étudiée dans la littérature. Le recours aux ultrasons dans la lombalgie non spécifique, mais aussi dans la cervicalgie et toutes les rachialgies, n'a pas montré d'effet. Donc, dans cette situation, on est en train d'exposer plus au risque le patient que de lui faire du bien. Du coup, les auteurs actuellement disent que l'utilisation des ultrasons sur le rachis et la tête, c'est contre-indiqué. D'accord. Alors, Sebo Abedi parle de l'usage des ultrasons dans le diagnostic des périostites. Oui, tout à l'heure, j'avais dit, en fait, le participant qui a mis une question sur la douleur. Tu te rappelles? Oui. J'avais parlé de l'interface muscle-os périoste. En fait, cette douleur, c'est une douleur périostique.
C'est possible, mais ça serait un peu, comment dire, c'est pas une façon directe pour aller tester est-ce qu'on a une périostite. Je pense que demander une contraction sur les muscles qui s'insèrent là, travail résisté, l'étirement, pourrait être des tests adaptés, peut-être. Mais oui, dans le principe, il a raison, ouais. Dans le principe, il a raison. Alors, une question très intéressante. Est-ce que les ultrasons agissent par effet gate control sur la douleur? Bah, j'avais expliqué, mais pour la troisième fois, je vais le redire. Ultrasons et douleur. Ultrasons et douleur, on a l'effet antalgique par deux moyens avec les ultrasons. Le premier. Mais cessez de penser que vous allez utiliser les ultrasons pour la douleur. Jusqu'à maintenant, j'ai pas expliqué comment utiliser. Ok. Alors, la douleur et les ultrasons, ça s'explique par la douleur et les ultrasons. L'effet antalgique, ça s'explique par deux moyens. D'abord, l'effet de mobilisation des particules, des cavités, les cavités acoustiques. Hein? Alors, les petites boules que nous avons dans les liquides physiologiques, le sang par exemple, la lymphe, et ainsi de suite, les faisceaux ultrasonores mobilisent ces cavités et donnent un effet antalgique. Deuxièmement, cette application des ultrasons va agir mécaniquement sur les récepteurs de la douleur, les nocicepteurs. Et plus vous allez stimuler mécaniquement ces nocicepteurs, vous allez élever le niveau de la douleur. Okay? En élevant le seuil de la douleur, vous allez avoir moins mal. Voilà. Vous allez avoir moins mal. Alors, j'ai peut-être une question qui se répète, deux questions qui se répètent concernant le nettoyage de la tête, de l'émetteur, comment le nettoyer, et la durée de vie de l'émetteur. Il pourra être utilisé autant que ça marche. Les moyens pour, c'est-à-dire nettoyer ce transducteur, normalement, ils sont décrits dans le manuel d'utilisation. Si vous avez acheté un matériel neuf, il est dans le manuel d'utilisation. Mais c'est simple. Vous allez utiliser l'alcool qu'on utilise dans le dry needling à 90 et nettoyer la tête. Bien sûr, lorsque vous allez soupçonner que sur un patient, il y a des lésions dermatologiques qui peuvent être contaminantes, je ne vais pas utiliser l'ultrason pour ce patient et après contaminer d'autres. Okay? Il faut aussi éliminer des terrains d'utilisation. Alors, vous pourrez peut-être... Oui, vas-y. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage des ultrasons subaquatiques subaquatiques, à l'intérieur d'un bassin d'eau, pour les épicondylites? Oui, c'est préférable. J'avais dit tout à l'heure que c'est préférable. Bon, les ultrasons, pour ne pas avoir peur, celui qui les a inventés, les a fabriqués de façon à être utilisés dans l'eau. Donc, n'ayez pas peur. Le transducteur d'y aller, non, c'est pas ça. Donc, vous pouvez l'utiliser dans l'eau. Les situations dans lesquelles on utilise les ultrasons en immersion, c'est pour les utilisations pour le pied, pour la main et aussi pour le coude. Mais après, c'est difficile d'immerger une épaule ou une hanche ou un genou. OK? D'accord. Quand c'est difficile ou c'est impossible, on va utiliser le gel. Alors, j'aimerais reparler d'un point avant que je reprends les autres questions que tu as, Younes. Oui, j'estime que c'est important ce point et jusqu'à maintenant, les participants n'ont pas demandé. Et c'est quoi ce point? Le point, c'est que lorsque vous allez utiliser les ultrasons, comme j'ai expliqué, comme ça entraîne une hyperthermie en profondeur, et vous allez augmenter la température à l'intérieur de quelques structures, il faut en bénéficier de cet effet thermique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Associer une mobilisation tout au long de votre pratique d'ultrason. Sinon, vous ratez votre objectif. La plupart, moi le premier, au départ, quand j'utilisais les ultrasons, je les utilisais en position, pas en mobilité. Par exemple, c'est sur un coude, ça dépend, est-ce que c'est un ligament, l'épicondylalgie, l'épitrochléite. Mais quand j'utilise ça en mobilisation, au même temps que la structure est en train de se réchauffer, j'induis des contraintes mécaniques.
ces contraintes mécaniques vont me permettre d'avoir plus d'élasticité de la structure, donc plus de mobilité et plus de résistance mécanique et plus d'organisation. Mais bien sûr, cette mobilisation doit respecter le critère de non-douleur. Mais c'est fondamental parce que l'indication, maintenant je vais le dire directement, l'indication essentielle des ultrasons, c'est récupérer les mobilités et lutter contre la fibrose. Par ce moyen, associer les ultrasons avec la mobilisation. Après, si vous utilisez les ultrasons sans mobilisation, vous dites ça marche pas bien sûr. Ça va pas marcher. C'est comme quelqu'un qui veut plier une barre, il l'a réchauffée, il l'a laissée pour se refroidir, après il va essayer. Ça sert à rien. Oui. En fait, ce n'est pas que les participants n'ont pas pensé à cette question. Il y avait la participation de Samira Belkes qui avait demandé, en fait, est-ce qu'on réalise la mobilisation juste après les ultrasons ou bien en réalisant les ultrasons, on peut pratiquer le... D'accord. Concomitamment, simultanément. D'accord, c'est Hassan. Alors, j'ai une question un peu pratique. Les gens se demandent, est-ce que c'est normal d'avoir toujours l'émetteur des ultrasons qui est chaud en fin d'application? C'est normal. C'est normal. Et quel que soit le réglage. Bon, vous allez avoir 2, 1 ou 3, mais c'est normal. Pour la puissance, je n'avais pas parlé, pardon, ça me rappelle. La puissance conventionnelle qu'on utilise partout, au Maroc, partout au monde, c'est 1 watt par centime carré. Après, ça dépend de la largeur de votre transducteur. Mais c'est 1 watt par centime carré. D'accord. Alors, en fait, je n'ai pas autre question. Si vous voulez rajouter... oui, par contre, il y a une demande sur toutes les contre-indications. Oh, toutes les contre-indications, vous les connaissez. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas de pratiquer les ultrasons quand vous avez ça. Vous allez avoir d'abord la grossesse. Et on a eu une question dessus. Vous avez le cancer. Cancer, que ce soit une tumeur bénigne ou maligne. Et vous avez en fait tout ce qui est récent, tout ce qui est inflammation. Il vient d'avoir le problème. Tout ce qui est récent, c'est pas ancien, c'est pas dégénératif. Tout ce qui est aigu, tout ce qui est tumeur, tout ce qui est inflammation, tout ce qui est ouvert, sur l'ovaire, sur l'utérus. Ça va me flipper cette question de faire les ultrasons pour pubalgie. Pour pubalgie, c'est très dangereux. Et même pour une femme, qu'en est-il pour une femme enceinte? Pour les tumeurs de toutes sortes, qu'ils soient malignes, qu'ils soient bénignes, on va éviter de réchauffer, comme j'avais dit tout à l'heure, chez les enfants, près du cartilage de conjugaison, cartilage de croissance, ne pas travailler sur une inflammation, une infection. Tout ça, ce sont des contre-indications. OK? D'accord. Maintenant, les indications, c'est le contraire. En fait, toujours oui. Dans les contre-indications, il y avait une mention sur le cartilage de croissance. Donc, c'est contre-indiqué? Oui, c'est contre-indiqué. Alors, toute région qui a un potentiel de croissance élevé. D'accord. C'est perturbé. Tu l'as expliqué, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. D'accord. Alors, c'est Hassan, il y a une question, je pense, qui est en relation avec une question en préalable de notre cher collègue hier, Madame Touria. Et je vois la même chose par rapport à la fracture. Est-ce que parfois, en utilisant une intensité précise, on pourrait être un facteur de cicatrisation en utilisant les ultrasons? Oui, mais maintenant, avec la TECAR, on ne peut pas dire ça. OK? La TECAR a pris la place des ultrasons. Mais, il y a toujours un mais. Les ultrasons, parmi les effets non thermiques des ultrasons, c'est que sans un effet thermique, il y a une influence du processus de cicatrisation tissulaire en faveur. Donc, il y a eu des études empiriques sur le lapin, sur la fracture de l'os de lapin. Je ne me rappelle pas quel os, mais sur l'étude, ils ont prouvé que l'effet non thermique des ultrasons permet une amélioration de la consolidation de la fracture chez des fractures de l'os chez ces lapins. C'est le même, en fait, quand vous avez les ultrasons, vous avez la TECAR de l'autre côté, vous comparez
je fais pas de la pub, mais je vais le dire autrement, une voiture a une Ferrari, par exemple, ok? D'accord. Alors, en fait, juste pour préciser aux collègues, en fait, avant de valider un traitement, quel que soit, les scientifiques, ils passent par des étapes. Parfois, des études sur l'animal et des études cadavériques. Et s'il s'avère qu'il y a un effet bénéfique, ça ne va pas être retenu systématiquement. Parce qu'on le considère un peu une recommandation de grade vraiment inférieur, peut-être grade E, et c'est une recommandation qui ne donne pas forcément le même effet chez les malades, les patients. Donc, si vous lisez des articles dans ce sens, ne prenez pas souvent ces pratiques comme étant des pratiques vérifiées. Il faut attendre d'autres études sur l'humain pour pouvoir les valider. Il y a une deuxième question sur le même sens, spasticité et ultrason. Oui, ça a été aussi étudié, mais pour la spasticité, vous savez qu'on va essayer d'éviter tout ce qui va réchauffer. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Au contraire, à contrario, on va essayer de faire appel à tout ce qui est froid, cryothérapie. Pour la spasticité, moi, au lieu de faire pourquoi les ultrasons, je passerai par les techniques d'inhibition, la cryo, j'ai possibilité de faire des injections de la toxine botulique, peut-être, mais pas les ultrasons. Mais ça n'empêche, ça a été étudié en littérature, mais ça n'a pas prouvé aussi d'efficacité. Alors, Monsieur Rachid, il nous demande par rapport à l'ostéosynthèse. Alors, étudiant, c'est une question très importante, je le remercie parce que en discutant, j'ai oublié mon fil conducteur. Alors, ils ont comparé l'effet thermique. Est-ce que ça se propage dans l'acier? Je précise l'acier. Est-ce que ça se propage dans le polymère? Est-ce que ça se propage? Et quand on a un ciment thérapeutique, par exemple dans les PTH, vous pouvez avoir des PTH qui sont cimentés et des PTH qui ne le sont pas. OK? On est d'accord. Très bien. Alors, ils ont trouvé que si c'est que de l'acier, il n'y a pas de ciment, mais il n'y a pas d'effet thermique, il ne va pas se propager dans le bêta. Mais dans le polymère, et au cas où c'est un métal avec ciment chirurgical, attention. Donc, par précaution, évitez. Mais si vous êtes sûr que c'est que de l'acier, il n'y a pas de ciment chirurgical, ce n'est pas des polymères, pas de problème. D'accord. Une question par rapport à l'exposition continue et fréquente des ultrasons, notamment si on applique souvent la projection subaquatique, c'est-à-dire dans le bassinet. Est-ce que ça pourrait être dangereux pour le kiné? Oui, parce que quand on est avec le patient dans l'eau, bon, c'est pour ça qu'il faut utiliser un bassin, pas une piscine, ok? Pas une immersion totale. Pour minimiser. Mais quand notre main qui opère, elle est dans l'eau aussi, elle va bénéficier et prendre sa dose d'ultrason. En tout cas, c'est pas des rayons, ça va pas trop nuire, mais vous allez prendre votre part d'ultrason, ça va réchauffer des structures, peut-être ils n'ont pas besoin. Et si vous avez des contre-indications sur cette main, il faut pas le faire. Si rien ne se passe, ben, c'est pas grave. Je trouve pas de. Personnellement. D'accord. Alors, en fait, je pense que c'était la dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire, M. Hassan, en termes de ce live, pour résumer votre message et recadrer un peu la pratique des ultrasons dans le plan de traitement du kinésithérapeute? Ok, alors, tout d'abord, avant de résumer ce que j'ai à résumer, je vous invite demain, Inch'Allah, à suivre sur la page AMTM Groupe officiel le premier webinaire concernant la kinésithérapie et spécifiquement la thérapie manuelle au Maroc en ligne. Donc c'est une première, c'est une expérience qu'on voulait vivre ensemble. Ça peut en quelques parties récompenser les kinés concernant le report de notre congrès annuel. Dans le contexte, vous le connaissez. Et donc, je vous invite de prendre part à ce webinaire qui est gratuit. Vous pouvez accéder en faisant, c'est-à-dire en s'abonnant à notre page Facebook
Association marocaine de thérapie manuelle. Groupe Facebook. Le groupe Facebook, oui. Nous avons une page qui s'appelle Association marocaine de thérapie manuelle et nous avons un groupe, le même nom, Association marocaine de thérapie manuelle, groupe officiel. Oui, et c'est un appel que je lance aux kinés marocains, algériens, tunisiens, tous les kinés qui nous suivent sur ces lives-là, à être nombreux et ne pas hésiter à interagir. On aurait aimé intégrer tout le monde dans la plateforme sur laquelle on va travailler. Rebonsoir chers collègues, désolé, on a été pris par le temps. En même temps, j'ai deux questions que j'ai regardées à la fin, donc je vais devoir les poser pour Monsieur Hassan, une fois il sera parmi nous. Donc je l'invite, Monsieur Hassan. Donc il n'est pas encore parmi nous. Donc, en fait, j'ai deux questions concernant l'arthrose. Une question qui dit peut-être ça a de bons résultats. Une autre question concernant la fibrose des muscles fléchisseurs en cas de rupture. Donc, je vais chercher M. Hassan. Est-ce qu'il est là? Voilà. I'm here, my friend. Alors, un Terraoui. Donc, vous ne choisissez pas d'appareil? Non, en fait, je vais répondre en général quand même. Si j'ai le choix, en fait, je bosse pour l'État, donc c'est difficile. Je ne vais jamais être dans cette situation. Mais si j'ai le choix en tant que professionnel, moi, au lieu de prendre deux appareils, je vais prendre un Tekar. D'accord. D'accord, merci. Alors, deux dernières questions. Une participante qui se demande parfois, quand elle utilise les ultrasons dans la gonarthrose, ça marche. Ça marche sur quel point? Pour la douleur, pour la mobilité, de récupérer la mobilité, le renforcement musculaire, quoi. C'est important. Ça marche pourquoi? Est-ce que le patient a été satisfait? Tout ça, on peut dire ça a marché. Ça a marché quand le patient se sent à l'aise, voilà, il est à l'aise, ça marche. Si on arrive à diminuer la douleur, ça marche. Mais écoute, est-ce que ça marche sur le cartilage? C'est ça ma principale question. Non. Maintenant, pour dire ça marche, scientifiquement parlant, mais après, ça marche, ça peut marcher sur plusieurs points. Si ça marche, je dois comparer les deux radios avant et après et qu'il y ait une amélioration. Il faut que le cartilage régénère. Et qu'il y ait une preuve scientifique de ça. Dans ce cas, ça marche. Okay? Si la douleur s'améliore, oui, juste avec la rééducation, on peut améliorer le vécu de notre patient. On peut avoir une ontalgie, on peut avoir un périmètre... en fait, même si nous avons eu une ontalgie, on n'est pas sûr, est-ce que c'est notre massage, ou bien c'est notre mobilisation, ou bien peut-être notre drainage lymphatique, ou bien toute autre technique. Oui. J'adhère parfaitement, je suis d'accord. C'est très difficile. Alors maintenant, je ferai un bref retour. Quand ils font des études scientifiques maintenant, et qu'ils veulent dire que les ultrasons, ça marche, vous devez au moins avoir deux, un groupe K et un groupe contrôle. Okay? Un groupe contrôle ou bien placebo, ou bien... Dans le groupe d'intervention, vous allez mettre le même traitement avec l'ultrason. Et dans le groupe de contrôle, vous faites le traitement. Alors, la différence, c'est les ultrasons. Dans ce cas, ça dépend de qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que la douleur, est-ce que vos variables, s'ils changent en faveur dans le groupe qui est d'ultrason, on pourra dire ça marche. Mais, je garde toujours à mais, l'expertise professionnelle est importante à côté de l'evidence-based practice. Je ne dénigre pas ce que vous avez comme recul expérientiel. C'est très important. Et même les attentes du patient et la satisfaction du patient à la race, il est au centre. S'il est satisfait, je peux dire avec elle, oui, ça marche bien. Je n'ai pas d'objection. D'accord. La deuxième question, par rapport à la fibrose des fléchisseurs, après un traumatisme de la main, est-ce que les ultrasons pourraient apporter quelque chose? Peux-tu reprendre, Younes, s'il te plaît? Je sais pas bien. Par rapport à la fibrose des fléchisseurs après leur traumatisme, est-ce que ça aide? Oui, bien sûr, bien évidemment. Toutes les rétractions, tout ce qui est sclérotique, tout ce qui est, en fait, c'est une sclérose et qu'on veut faire avoir un effet sclérotique sur les cicatrices, ça marche bien. Il faut juste savoir utiliser comme on l'a décrit.
D'accord. Alors, on vous remercie infiniment, Cheikh Hassan. Donc, vous C'était un étiez plaisir. très clair par rapport à votre intervention. Euh, je pense qu'il y a une question, mais qui est en retard parce que vous avez parlé de ça et en même temps, on aimerait lui répondre. Mais je Différence vais, entre le mot pulsé et continu. je peux pas ne pas répondre à Jacques, quand même. D'accord, d'accord. Mais vous avez répondu tout à l'heure. Oui, je sais. Alors, la différence, c'est que dans le mode continu, vous allez avoir une émission en continu. Il va durer autant que la durée de traitement durera. OK? Dans l'usage pulsé, ça va durer, couper, durer, couper, durer, couper. Alors, dans quel cas j'utilise le continu et dans quel cas j'utilise le pulsé? Le pulsé, c'est très simple. Vous avez un point focal sur lequel vous voulez avoir une hyperthermie. Vous allez rester sur place. Donc, si vous utilisez le mode continu, ça va être en continu, ça risque de brûler la structure. Donc, vous avez intérêt à le faire au massage quand la surface à traiter elle est un peu grande. Et l'utiliser en pulsé quand c'est un point focal pour le traitement. D'accord. Alors, on vous remercie infiniment. C'était très clair concernant ce sujet des ultrasons. J'aimerais quand même le répéter pour la énième fois. Demain, nous avons un événement phare, Inch'Allah, à partir de 14 heures. Donc, vous aurez un webinaire sur le groupe Facebook Association marocaine de thérapie manuelle, groupe officiel. Donc, adhérez-vous à ce groupe pour pouvoir le suivre sur le webinaire et en même temps, vous pouvez interagir avec le webinaire en posant vos questions dans les commentaires. Il y aura des collègues qui seront chargés de ça, c'est-à-dire ils vont reporter et ramener les questions vers le webinaire et vous aurez les réponses si on arrive à vous répondre, bien évidemment. Il y aura la participation de plusieurs intervenants, marocains et étrangers, des thématiques qui se rapportent toutes sur les pathologies et les troubles musculo-squelettiques, notamment l'appareil locomoteur. Donc, on sera fiers de vous accueillir. Donc, on vous dit bonsoir. Yallah, oui. Alors, quand est-ce qu'on va reprendre les lives? Parce que ça, c'est un point aussi important. En fait, je pense, on pourra les discuter après, mais moi, je pense à partir de mercredi. Ok. Bon, il faut qu'il soit au courant, comme ça. Voilà. D'accord. Donc, à partir de mercredi, nous aurons bien sûr des thématiques sur les lives. Vous aurez une thématique sur kinésithérapie respiratoire 2, une qui va parler du nourrisson avec Madame Leila Fergogui, qui va nous honorer par sa présence en parlant de ce thème. Comme vous le savez, c'est son domaine d'expertise. Et moi-même, je vais parler dans un autre live sur les autres techniques de kinésithérapie respiratoire, en attendant la semaine d'après où je vais parler de la BPCO spécialement. Donc, il y aura d'autres participants dans les lives prochains. Merci, Allah et bonsoir. Voilà.